Vous êtes toujours au cœur du GEN, le rendez-vous business et numérique du Grand Est. On accueille notre dernier invité de la journée, Gérard Ras. Bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialisé en propriété intellectuelle, donc de la protection des données personnelles. Pour faire simple, vous avez également sorti 3 ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Merci de me donner la parole. Je suis l'auteur de 3 ouvrages, le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données expliqué à mon boss, le guide juridique de la protection des données et la sécurité des données personnelles. Eh bien justement, ça tombe bien puisque la protection des données personnelles, c'est ce dont on va parler avec vous. Alors, quel risque est-ce qu'on encourt, nous, particuliers, lorsqu'elles sont collectées sur Internet ? Alors, les risques que l'on encourt lorsque nos données sont collectées sur Internet, ça voudrait dire qu'on va faire une utilisation intrusive, que votre vie privée peut être complètement, si vous voulez, anéantie. Et donc, c'est vrai que lorsque l'on donne ces données, on les met à disposition, il faut être sûr que ceux qui les collectent ne vont pas faire une utilisation, si vous voulez, abusive. Exemple, ce qui s'est passé avec Facebook, avec Cambridge Analytica, où en fait on s'est rendu compte que les données qui étaient mises en place pour faire sur ces profils ont été réutilisées ensuite pour des campagnes électorales. Et donc effectivement, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Europe, on est protégé. Oui, alors justement, il y a le RGPD qui est sorti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que veut dire ce règlement et ce qu'il fait ? Alors concrètement, depuis le 25 mai 2018, le Règlement général de la protection des données est applicable. Et bien entendu, s'il est applicable, ça veut dire que des sanctions sont possibles. Les sanctions sont très élevées puisqu'elles peuvent aller entre 10 millions d'euros et 20 millions d'euros ou un pourcentage sur le chiffre d'affaires de 2 ou 4%. Et surtout, les personnes concernées aujourd'hui sont protégées et toute personne qui collecte des données à caractère personnel doit apporter la preuve qu'il est compliance, qu'il a une démarche privacy by design et que ces données ont été collectées suite à une information et un consentement reçu par les personnes. Privacy by design, est-ce que vous pouvez expliciter ? Absolument. Ça veut dire que dès la conception et par défaut, celui qui met en place des traitements doit avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir son traitement sur les libertés fondamentales et la vie privée. Alors, à quoi elles servent ces données qui sont collectées sur Internet ? En fait, d'abord, il faut peut-être revenir. C'est-à-dire que les pays européens, d'une manière générale, qui ont connu l'occupation, ont une peur bleue de l'utilisation des fichiers. On sait très bien, quand vous avez été sous des régimes fascistes, nazis ou des dictatures, l'utilisation des fichiers, ça peut servir à plein de choses. Et donc, en 1978, il fallait se protéger contre en fait, les pouvoirs de l'administration et des usages qui pourraient être abusifs. D'autant plus qu'on voulait faire une interconnexion entre les fichiers de la police, de la justice, de la sécurité sociale, etc. Et puis, ça c'était le premier temps, on a eu la loi de 78, et ensuite les technologies ont avancé et on a eu le phénomène du big data, c'est-à-dire que l'on pouvait collecter en masse des informations. Nous sommes des domestiques numériques quelque part, puisque nous acceptons gratuitement de déverser des quantités d'informations sur nous. Eh bien, il était important que cet usage soit aussi régulé, car derrière cela, une donnée, on va faire une expérience client, on va faire un profil utilisateur, on va pouvoir déduire plein de choses. Et donc, il était normal que derrière ça, il y ait des protections. Donc, vous pouvez collecter des données, mais encore faut-il que j'ai été au courant et que je vous ai donné mon accord. Avec une petite dérogation, soit je suis salarié et donc c'est nécessaire dans l'activité, soit je suis consommateur et client, et là, c'était nécessaire pour exécuter le contrat. On entend souvent la phrase « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Est-ce que ça sous-entend que des sites non payants, donc a priori gratuits, utilisent les données qu'on leur fournit à des fins commerciales ? Alors, je ne sais pas si tous les sites utilisent à des fins non commerciales, mais c'est vrai qu'en tout cas, tous les services qui sont mis en place servent, si vous voulez, notamment les moteurs de recherche, s'approvisionnent de toutes ces informations. Et elles s'approvisionnent de manière gratuite, et elles font payer très cher les publicités que l'on va faire. Donc, même si un site, il est gratuit, il ne va rien toucher, il va permettre de générer de l'activité, du référencement, et donc ça profite aux GAFA. Et si, donc GAFA, on précise alors, Google, Amazon, Facebook, Apple, et on pourrait dire GAFA maintenant avec Microsoft. Et ça, c'est pour notre côté. On a appris les BATX du côté chinois.
Et alors, si on n'est pas d'accord avec ça, par exemple, je vais sur un site, on me demande si j'accepte que mes données soient collectées. Si je refuse, qu'est-ce Pas qui de se data, passe? pas de chocolat. Donc si jamais vous refusez, vous ne pourrez pas continuer à naviguer. Donc finalement, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Oui, puisque en fait vous avez le choix de dire non. Puisque finalement aujourd'hui vous avez des politiques de cookies et si vous ne cliquez pas, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on nous avait dit que vous pouvez y aller, c'est gratuit, mais en réalité c'était une vraie fausse information puisque c'était nous les produits. Désormais, on vous l'annonce tout le temps et vous donnez ou pas, mais vous le faites en pleine connaissance. Je trouve que c'est quand même plus clair. Et bon, après tout, vous y allez ou pas, mais si vous voulez bénéficier de ces services, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque fois que vous avez dit oui, c'est pour cette fraction de oui que vous avez donné, on ne peut pas l'anticiper pour d'autres. Ça doit être explicite et formalisé. Est-ce qu'à votre avis, le RGPD, il est suffisant? Et est-ce qu'il est suffisamment expliqué au plus grand nombre? Alors vous savez, le problème du droit, c'est que le droit n'est pas là pour innover. Le droit, il est là pour réguler des faits de société. Dans le numérique, on crée des services et ensuite naissent des usages qui font la loi. Et le droit est en train de voir si ces usages, vous pouvez y aller ou pas. Donc, est-ce que le RGPD est suffisant? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des trous dans la raquette, certainement. Je sais que, par exemple, on a prévu l'effacement numérique, on n'a pas prévu la suppression numérique. Il a été prévu, on n'a pas donné, on a un statut de l'identification, on n'a pas un statut de l'identité numérique. Donc c'est vrai qu'on aurait pu aller peut-être plus loin, mais il faut du temps. En tout cas, d'ores et déjà, on a vu que cette réglementation a fait que certains acteurs ont dit nous nous retirons du marché parce que nous ne voulons pas investir là-dedans et c'est très bien qu'ils soient retirés d'un marché s'ils ne voulaient pas jouer les règles qu'on leur proposait. D'autant plus qu'ils ne les suivent pas dans notre domaine, la fiscalité, le travail. On sait très bien comment ça se commence. Je pense également que tout utilisateur, parce que l'innovation est magnifique, il y a plein de choses qui sont vraiment très très bien, mais on doit se dire qu'on ne peut pas faire confiance aux GAFA. Donc à partir de là, il faut que nous ayons des garanties. Et le règlement nous apporte ces garanties et je trouve que c'est très bien. Alors, il y a déjà certaines startups qui ont été épinglées par le CNIL pour non-respect du RGPD, comme FeedsUp par exemple. J'imagine que vous connaissez cette affaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça? Alors, elle n'a pas... Si on veut être extrêmement juste, elle avait fait l'objet d'un contrôle avant la mise en place du RGPD. Et suite à ce contrôle, il y avait un point qui était particulier, dont notamment, puisque vous me parlez de cette affaire, parce que je l'ai suivie de près, elle était intéressante, notamment sur des applications de géolocalisation. Ils stockaient les informations 13 mois, à l'instar de ce qui est autorisé ou permis ou recommandé par la CNIL pour les cookies. Et là, en fait, il y avait, si vous voulez, c'est ce qu'a constaté la CNIL, une collecte et une conservation disproportionnée dans la mesure où pour des données géolocalisation, c'était le temps nécessaire à pouvoir localiser la personne et les 13 mois, c'était vraiment trop long. Et donc, ils ont été condamnés là-dessus et effectivement, ils ont été épinglés. Mais on peut se dire que maintenant, avec la mise en place, l'application du règlement, on va avoir un certain nombre d'acteurs qui vont être sanctionnés par l'autorité de régulation, qui est aussi le gardien, si vous voulez, du système. Et donc, si elle prend, donc il y aura, et elle punira et épinglera les acteurs qui ne sont pas compliant. Le RGPD, il est bien au niveau européen. Absolument. Est-ce que c'est le même pour tous les pays de l'Union européenne? C'est le même pour tous les pays de l'Union européenne. Il y a à peu près une liberté sur 50 points du règlement que chaque pays peut adopter. Par exemple, en France, on a la majorité numérique qui est à 15 ans. Dans d'autres pays, elle est à 13 ans, dans d'autres à 16 ans. Donc voilà, mais sinon, c'est le même pour toute l'Union européenne. Donc tous les citoyens européens sont protégés par le règlement. Alors parfois, on peut également se faire pirater son ou ses comptes qui contiennent nos données personnelles. Est-ce qu'on a des recours dans ces cas-là? Alors oui, il y a des recours et là même ils sont renforcés. Donc, outre le fait de faire opposition, de se plaindre auprès du site, etc., le responsable du traitement a 72 heures pour déclarer les failles de sécurité et mettre en place des systèmes pour protéger, pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui soient victimes de ces failles.
Donc là, c'est une obligation qui est donnée à tous qui pèse sur tous les responsables de traitement. Donc oui, il y a des recours aujourd'hui qui sont permis. Et si jamais la sécurité n'est pas mise en point, on a des recours, on pourra faire même des actions contre les personnes et demander des réparations. D'accord, des réparations. On devra faire appel à un avocat? Alors, c'est conseillé d'aller. Vous savez, quand on va dans un parcours, il vaut mieux toujours utiliser les professionnels. Mais dans ce genre de recours, ça ne sera pas nécessaire. Vous pouvez aussi vous défendre. Vous pouvez vous défendre ou rentrer dans un groupe puisque les actions collectives seront autorisées. D'accord. Il y a également un autre problème que vous avez déjà soulevé dans votre carrière, c'est le droit à l'oubli sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce droit à l'oubli? Alors vous savez, l'histoire du droit à l'oubli, c'est très important parce que finalement, on met des données personnelles et il n'y a pas d'oubli sur Internet. Il n'y avait pas d'oubli sur Internet. Et on avait un mal fou, si vous voulez, alors que la justice, par exemple, lorsque vous avez été condamné, vous avez purgé votre peine, donc il y a un droit à l'oubli, que finalement, et on est dans une société judéo-chrétienne qui permet en fait, de considérer qu'il y a la repentance et que tout homme peut s'améliorer. En fait, sur le web, ce n'était pas du tout le cas, et donc il y avait des données qui restaient sans arrêt. Et une affaire qui a été importante, qui a été posée au niveau de la Cour européenne de justice, c'était un Espagnol qui avait déposé le bilan et qui, en fait, avait ensuite payé ses dettes, etc., figurait toujours sur Internet comme étant un mauvais payeur, un mauvais, si vous voulez, client. Et donc, il ne comprenait plus, puisque c'était des données qui étaient depuis plus de 6 ans, qu'il avait régularisé sa situation et il figurait toujours comme étant un mauvais payeur. Et donc, il a fait un recours et il a obtenu gain de cause et il a été consacré ce principe que toute personne avait le droit à l'effacement de ses données sur un moteur de recherche et un droit à l'oubli dès lors que vous avez réparé la situation. Donc, vous pouvez faire un recours en effacement auprès de Google, etc., selon un certain nombre de conditions, ou de toute personne en disant, voilà, je veux que vous supprimiez mes données. La seule, si vous voulez, barrière à cela, ce serait un motif légitime qui ferait qu'on doit les conserver. Mais sinon, il n'y a aucune raison de conserver des données. Et vous avez le droit aussi, dès lors que vous confiez des données à un responsable de traitement, à tout moment de sortir de sa base et de demander sa suppression. Donc si par exemple, je prends un exemple tout bête, j'ai une photo de moi qui circule sur Internet, je veux la faire supprimer, j'ai le droit de demander ce droit à l'oubli pour la faire supprimer? Ah non, c'est pas si simple que ça. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Vous avez le droit, s'il y a des informations vous concernant qui sont inexactes, de demander qu'elles soient rectifiées et vous opposer à ce qu'elles y figurent. Et là, après, c'est entre vous et l'éditeur du site d'avoir, si vous voulez, la démarche va se organiser. Maintenant, si vous avez des images de vous qui circulent, on va vous poser la question, comment se fait-il qu'elles aient circulé? Et si vous les avez postées sur Facebook, vous avez accepté une politique d'utilisation et donc il faudra faire des recours. Enfin, vous pouvez dire je suis contre. Enfin, il y a toute une démarche, il faudra les motiver et donc voilà. Mais c'est pas si évident que ça. Vous pourrez utiliser aussi un droit à l'image. Enfin, il y a plein de choses. C'est compliqué parce qu'à partir de ce moment-là, il faudra savoir comment se fait-il qu'il y a ces images. Alors, si c'est vous qui les avez mis, c'est facile, vous pouvez les supprimer. Ouais. Si c'est quelqu'un qui les a utilisés, vous pourrez demander votre droit à l'image, mais il faudra faire attention après, en acceptant que ces images soient diffusées. Vous auriez pu mettre des filtres. Enfin, là, maintenant, vous êtes le gardien aussi de vos images. Donc, d'une manière générale, vous allez faire très attention aux images que vous allez poster sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir ce type de problème qui est ensuite un vrai parcours du combattant pour son règlement. Donc pour bénéficier du droit à l'oubli, il faut quand même que ce soit des informations qui nous portent préjudice? Alors il faudrait que ça vous porte préjudice puisque en fait le droit à l'information et le devoir de mémoire sont aussi rentrent en conflit avec vos droits, si vous voulez, à la protection de vos données personnelles. Et donc là, il faudrait voir s'il n'y a pas un conflit, étant précisé que la Cour de cassation a considéré que quand il y avait un conflit entre le droit sur la protection des données et les libertés fondamentales ou le droit à l'information, c'était le droit à l'information qui était plus fort. D'accord. Est-ce que vous avez vu ces derniers temps des nouvelles
tendance, si je puis m'exprimer ainsi, dans le hacking, en tout cas dans le piratage sur Internet? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances dont il faudrait se méfier? Alors vous savez, dans le piratage, on ne sait pas quand ça va arriver, mais ça va pas arriver, ça sera plutôt quand est-ce que ça va arriver. Donc là, tout est possible et l'imagination des pirates est très importante. En revanche, ce qu'on voit aujourd'hui en matière de données, c'est que les activistes se sont emparés de la data et font des recours aujourd'hui pour demander à tout responsable de traitement comment se fait-il que tu as mes données, notamment si jamais tu es dans une zone grise que moi je n'accepte pas. Exemple, les fourrures, les trains en retard, l'écologie, etc. Donc, donc il faut être vraiment très conforme pour éviter des problèmes et neutraliser l'ensemble des risques. Eh bien, merci beaucoup de Merci nous avoir à vous. apporté toutes ces précisions sur la protection de nos données personnelles. Je le rappelle, Gérard Haas, vous êtes avocat au barreau de Paris spécialisé en propriété intellectuelle. Merci beaucoup. Merci à vous.